Euh, L'écriture automatique est un bon moyen de découvrir l'épicentre du contact télépathique avec le plan mental. Seulement, il y a beaucoup de pièges dans l'écriture automatique. Pièges. Mais la raison pour laquelle je suggère comme moyen diagnostic ou comme moyen d'évaluation, ou comme moyen de découverte, c'est parce que dans l'écriture automatique, vous êtes quasiment forcé éventuellement à réaliser qu'il y a une disconnexion entre ce qui est écrit et ce que vous pouvez normalement penser. Ce qui est difficile dans l'écriture automatique, c'est pas nécessairement de laisser l'écriture se développer par elle-même, sans que l'ego soit impliqué, mais de faire la synthèse de l'écriture puis de votre mental en même temps. Autrement dit, vous pouvez pas faire d'écriture automatique là, puis être utilisé dans le processus mécanique de l'écriture. Parce que si vous êtes utilisé dans le processus mécanique de l'écriture, à ce moment-là, vous risquez d'être en contact avec une entité astrale. Puis là, ils vont vous écrire n'importe quelle connerie. Mais si il y a une sorte de communion d'esprit entre ce que vous écrivez puis ce qui dicte, à ce moment-là, vous allez commencer à découvrir des parcelles d'une autre intelligence qui n'est pas votre intellect. Me suivez-vous? Ouais. Vous allez découvrir des parcelles d'intelligence ou d'infusion. Je ne peux pas dire de réflexion, donc je dis d'infusion. Puis ça va commencer à vous donner comme une mesure d'une source d'intelligence créative qui n'est pas réfléchie, qui ne vient pas de votre ego. Mais comme je vous dis, il y a des pièges là-dedans, puis ça, c'est l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est très, très personnel à chacun de soi. Puis aussi, c'est très, très conditionné par le niveau astral de votre conscience personnelle. Autrement dit, une personne qui aurait une entité astrale, à travers l'écriture automatique, l'entité astrale pourrait se révéler. Puis faire la distinction entre une entité astrale qui peut réellement déconner ou ne pas faire partie de votre esprit, de votre intelligence créative, mais simplement faire partie d'une connexion en tangentielle à votre réalité, à ce moment-là, ça peut vous créer des illusions, puis ça peut fatiguer aussi votre esprit. De l'autre côté, ça vaudra peut-être la peine de l'essayer, pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, même si vous trouvez que c'est laborieux, là, parce que ça vient pas facilement, ainsi de suite. Moi, je m'en sers énormément de l'écriture. Moi, c'est plus l'écriture automatique, là, c'est simplement... c'est une connexion matérielle avec... Mais je m'en sers parce que des fois, je suis fatigué, je sais pas d'où partir. Puis je vais aller au tableau, puis ils peuvent me connecter à une pensée que vous avez dans la salle, par exemple. Puis je vais partir de là. Puis le monde va dire, c'est drôle, le gars, il répond à des questions que j'avais, tu sais. Puis c'est pas que je réponds à des questions que des questions que vous avez. C'est que ça répond à des questions que vous avez. C'est pas moi, là, tu sais. Moi, j'en suis même pas conscient de ça. Je suis pas pour être conscient de tout ce qui se passe, tu sais. Mais je deviens... je suis rendu très, très habile à pouvoir faire la connexion, matérialiser ma connexion. Fait que ça fait quoi? Ben, ça m'enlève de la fatigue. Si je suis fatigué, je m'en vais au tableau, ça part tout de suite. Si j'arrive ici du restaurant, mais je veux recommencer ma conférence, puis je suis pas là-dedans pendant tout. À ce moment-là, ben, je sais exactement de ce qu'ils veulent parler. T'sais. Des fois, ils vont dire, bon, on veut parler de telle affaire, fait que ça part. T'sais. Mais comme je suis un petit peu plus raccordé au plan mental que vous autres, mais à ce moment-là, c'est plus facile pour moi de faire des barbeaux puis comprendre ce que je dis.
Tandis que vous autres, vous allez être obligé de passer au début par une sorte d'écriture que vous pouvez reconnaître comme votre écriture normale. Mais éventuellement, vous allez voir que votre esprit va trop vite pour l'écriture. Parce que c'est vibratoire, fait que éventuellement, tu ne peux pas écrire là, comme on écrit en lettres normales. Parce que l'esprit va trop vite. Fait que vous allez être obligé de passer finalement à d'autres niveaux de signature. Mais pour dire quoi? Pour dire que l'écriture automatique, dans la mesure où vous apprenez à la travailler au cours des années, éventuellement, elle peut vous mettre en contact télépathique avec le plan mental. Elle peut vous servir à vivre le contact avec le plan mental, éventuellement. Il va certainement y avoir un nombre d'expériences là, où si vous allez trouver ça pénible, là, ça ne sort pas comme vous voulez, où il y a de la connerie qui sort, et ainsi de suite. Mais ça fait partie là, justement des cas subtils, puis ça, on n'y peut rien. À moins là, que vous auriez d'avoir une connexion directe, là, fusionnée assez, là, pour que les autres puissent vous écrire, puis transmettre ce qu'ils veulent vous dire directement, puis bypasser l'ego complètement. Mais en passant, là, je veux vous dire que vous devriez regarder ça, l'affaire de l'écriture automatique. Mais sachant toujours que vous allez être testé là-dedans, puis vous allez être éprouvé là-dedans, puis vous allez trouver ça long d'en arriver à véhiculer une écriture réellement propre dans le sens là, réel, créative, décolorée, déspiritualisée, puis réellement objective, qui fait partie du contact. Je voulais vous dire ça en passant. Oui. L'écriture automatique, ça veut dire que tu utilises le crayon comme un genre de paratonnerre. Le crayon devient un paratonnerre pour eux autres. Puis ils vont utiliser le crayon, puis tu commences à mettre le crayon à leur disposition, mais il ne faut pas que ce soit l'ego qui écrit. Ben, les yeux, si pour le moment, c'est plus facile de le faire avec les yeux fermés, faites avec les yeux fermés. Éventuellement, vous serez assez habitué, vous le faites avec les yeux ouverts. Mais ça n'a pas d'importance. Faites-les comme vous voulez. Mais apprenez à le faire. Mais la clé là-dedans, là, c'est d'écrire sans que ce soit vous qui écrivez. À partir du moment où vous mettez l'ego dedans, mais là, il va y avoir une bifurcation, là, puis ça va se colorer. Si vous êtes capable de faire l'écriture sans que l'ego ou le moi là, soit impliqué, vous allez voir qu'il y a un processus mécanique qui s'établit, puis là, il y a une habitude qui se déclenche, il y a un moyen qui se déclenche, puis éventuellement, vous allez devenir assez habitué pour pouvoir rentrer dans un autre état de conscience fluide par rapport à ça. Puis un jour, mais vous allez être capable d'entendre la voix qui vous parle avec la réduction de cette voix-là dans l'écriture directe. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça équivaut un petit peu à leur parler directement dans la tête, parce que souvent, ils ne veulent pas vous répondre directement dans la tête. Souvent, moi, j'ai des questions, par exemple, j'étais après à étudier, je voulais étudier un petit peu ce que le physiciste Hawkins disait là, dans la presse aujourd'hui, puis je voulais voir ce que les autres pensaient de ça. Puis, concernant la vitesse de la lumière, des choses de même. Puis, si je rentre là-dedans, là, ils ne veulent pas me le parler parce qu'ils ne veulent pas que ça reste dans mon cerveau, fatigue mon esprit. Fait qu'à ce moment-là, ils vont dire, prends un crayon. Fait qu'à ce moment-là, je prends un crayon puis je peux le faire. Parce que là, c'est comme si ça ne reste pas dans ma mémoire. Sans ça, là, ça serait toujours trop lourd aller dans des confins d'informations, puis des études, puis ça finit plus des études avec eux autres. Tandis que dans l'écriture, ça finit, puis là, ça arrête, puis c'est fini, puis t'es satisfait de leur réponse concernant est-ce que l'homme, un jour, va pouvoir voyager à des vitesses plus grandes que la lumière, est-ce que c'est possible, oui ou non, et ainsi de suite. Ils vont te donner les réponses, mais pas dans ta tête. Ils vont vouloir les canaliser dans l'écriture. C'est comme souvent, les gens vont me poser des questions sur Dieu. C'est quoi Dieu? Bon, la question concernant Dieu, la réponse qu'ils vont donner, ça va toujours dépendre de la population qui me pose une question. Si c'est un cardinal qui me demande, ils vont répondre d'une certaine façon. Si c'est une religieuse, ils vont répondre d'une autre façon. Si c'est un athée, ils vont répondre d'une autre façon. Si c'est un scientiste, ils vont répondre d'une autre façon. Fait qu'ils peuvent répondre de toutes sortes de façons. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me le passer par l'écriture au lieu de me le passer par le cerveau, parce qu'ils veulent pas que le monde pense que moi je pense ça. Fait que ça dépersonnalise mon travail, ça objectivise dans un certain sens un travail, ainsi de suite, je sais pas. Ils ont leur raison.
Fait que ça peut être intéressant, l'écriture automatique, dans ce sens-là. Puis avec le temps, ça va vous habituer à vous libérer du doute. Fait que là, ta mère, elle vient de mourir. Elle s'est fait écraser par un autobus. Grosse affaire. Tout le monde pleure dans la famille. Fait que tu prends ton crayon, puis tu le poses dans ta tête, mais pourquoi est-ce qu'elle est morte? Puis là, ils vont commencer à répondre, puis ils vont dire, elle est morte parce que sa vie est finie. Puis là, ils vont te donner une réponse courte. Puis là, tu peux aller plus loin, puis tu peux leur dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est morte écrasée en dessous d'un autobus? Ils vont dire, elle est morte écrasée en dessous d'un autobus parce qu'elle devait avoir une mort rapide. Ça, c'est des réponses qui ne viennent pas de l'ego, ça. Une mort rapide. Là, tu vas dire, mais pourquoi il fallait qu'elle ait une mort rapide? Ils vont dire, il fallait qu'elle ait une mort rapide pour se trouver sur un plan pas trop haut en vibration pour qu'elle puisse rester autour du plan matériel un petit peu. Là, tu vas dire, mais pourquoi il faut qu'elle reste autour du plan matériel un petit peu? Puis là, ils vont dire, parce qu'elle a une âme qui a des mémoires anciennes qui demandent qu'elle soit un petit peu testée dans l'expérience de la mort avant de passer au plan astral de la mort pure. Puis là, ils vont te placoter, là. Ils peuvent te placoter pendant 2 semaines, jusqu'à temps qu'ils te calment. Parce qu'ils ont toujours des réponses. Mais en te répondant même des réponses qui ne font pas partie de ton catalogue, tu vas commencer à prendre conscience d'une préscience. Et en prenant conscience de cette préscience-là, tu vas t'habituer, puis un jour, tu vas pouvoir aller à l'écriture automatique vite, puis un jour, tu pourras même aller sans écriture automatique, puis un jour, si tu fais de l'écriture automatique, tu pourras le faire d'une manière là, à raccorder leur information à ta plume pour des raisons de dépersonnalisation, comme moi je fais, par exemple. Si ça faisait partie de votre travail un jour d'écrire, par exemple. Écrire, c'est bien subtil avec eux autres. Quand tu écris avec eux autres, tu ne cherches pas à écrire, tu ne cherches pas quoi écrire. Ça vient, bum, 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 bum. Moi, quand j'ai fait la Genèse du réel, savez-vous comment est-ce que je l'ai écrit? J'ai écrit les chapitres d'abord. J'ai commencé par les chapitres. Chapitre numéro 1, le libre arbitre. Chapitre numéro 2, numéro 3, numéro 4. Là, je ne sais pas, il y en a peut-être 55, 56, 57 chapitres. Puis quand j'ai fini d'écrire tous les titres des chapitres, là, j'ai commencé le livre. J'ai commencé le chapitre numéro 1. J'ai décrit. Après ça, je suis allé regarder le chapitre numéro 2, c'était quoi? Ça s'intitulait telle affaire. Là, j'ai écrit le chapitre numéro 2. Puis c'est comme ça que j'ai écrit la Genèse du réel. Ils veulent commencer par le chapitre. Ils veulent les chapitres, eux autres, d'abord. Ils écrivent sur le livre arbitre. Puis après ça, ils écrivent sur telle affaire. Puis après ça, ils écrivent sur telle affaire. Puis là, ils font tout à l'envers de nous autres. C'est tout à l'envers de nous autres. Ils sont tout à l'envers de nous autres. Puis c'est pas facile pour un ego d'être à l'envers. Tu sais? Quand on veut un livre, écrire un livre, on veut écrire le début, le milieu, puis la fin, les conclusions. Eux autres, ils écrivent la conclusion d'abord, puis après ça, ils te ramènent au début, puis après ça, ils vont au milieu. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour te désengager au niveau des structures mentales. Fait que, si tu commences à écrire un livre par la conclusion, tu sais même pas qu'est-ce que le livre est, qu'est-ce qui va se produire, tu vas avoir des doutes. Puis ils vont utiliser le doute pour t'amener finalement à faire des affirmations qui sont totalement occultes, c'est-à-dire des affirmations qui dépassent l'esprit contentieux de l'ego. Si tu es capable de faire ça, ils vont te faire écrire un livre comme La Genèse du réel, ou Beyond the Mind, ou l'autre, Les dialogues avec l'invisible, ou d'autres que j'ai dans mon computer. Fait que tu n'as pas besoin de savoir que c'est pas de tes affaires que c'est qu'ils veulent écrire. Ta job, c'est d'être capable d'écrire. Fait que c'est intéressant d'écrire le même dans un sens. La seule chose qui est plate, c'est que tu l'oublies. Tu t'écris les livres. Moi, je regarde mes livres que j'ai écrits, je dis, c'est intéressant, ce gars-là. Tu n'es plus capable de te connecter avec le livre, parce que tu n'as pas en mémoire. Puis des fois, je me dis, aujourd'hui, je ne serais plus capable d'écrire le même, j'ai pas de vibration, de haute vibration. Fait que c'est intéressant. Fait que l'écriture automatique, regardez ça lentement, faisant pas une grosse affaire, mais ça peut être utile, puis ça peut être intéressant, puis ça peut vous amener éventuellement à prendre conscience un petit peu de ce que j'appelle le contact télépathique. Parce que ils vont vous passer du matériel à travers l'écriture, puis ça, c'est des lois occultes. Moi, des fois, je m'affaire, je dis, bon, parle-moi donc direct au lieu de me faire écrire, tu sais. Ah, il dit, il faut que ça soit écrit. J'ai dit, pourquoi il faut que ça soit écrit? Il dit, c'est des lois, c'est le même. Là, je ne peux pas commencer pourquoi les lois, je suis ni plus avec eux autres. Ils te rendent dingue, tu sais. Mais, ça va vous faire prendre conscience d'un début de dialogue avec eux autres.
Puis à partir du moment où vous allez avoir une petite mesure de ça, bien là, vous allez trouver ça intéressant parce que, dépendant de votre expérience, là, si c'est pas trop laborieux, ça peut être intéressant. Puis éventuellement, ça va devenir plus intéressant. Puis un jour, ça peut devenir créatif pour vous autres. Puis un jour, bien, peut-être que vous pourrez écrire. Puis si vous écrivez pas, bien, ça servira pour vous autres. Ça. Parce que les gens vont dire, ben, quand je rêve, ben, je peux pas interpréter mes rêves. Je comprends pas mes rêves. Fait que j'ai dit, ben, on va vous donner une façon de comprendre vos rêves. Prends ton crayon, là, puis écris, ça veut dire que. Ça veut dire que, puis l'autre, ils vont continuer. Si tu leur donnes le ça veut dire que, ils vont continuer ton rêve. Mais si tu leur donnes pas leur donnes pas un support, là, si tu leur crées pas un support vibratoire, là, ça veut dire que, parce que quand tu dis ça veut dire que, ça veut dire que tu te laisses mettre en vibration. Fait que tu prends ton rêve que tu comprends pas, là, puis tu dis, ça veut dire que, c'est comme un appel à eux autres. Puis là, ils vont continuer. Ça veut dire que telle affaire à faire, parce que tel. Ils vont te l'expliquer ton rêve. Puis vous allez voir que les rêves les plus ardus, les plus occultes, les plus voilés, sont très clairs. Très clairs. Très clair. Il y en a des fois tu regardes les rêves, tu te dis, ça veut dire quoi ça? Parce qu'ils t'arrangent les rêves. C'est réellement là, comme les rêves, c'est quasiment l'organisation de la matière d'un garage. Tu sais, des harics, tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça, les harics d'une maison? Hein? Tu sais, quand tu mets toutes les greniers. Un rêve, c'est quasiment comme un gros grenier mental. Tu sais. Il y a tout ça d'affaires, là. Des carottes avec des roues, des moteurs avec des lames, puis ils te mélangent tout ça ensemble. Fait que tu veux comprendre ça, c'est pas compréhensible, mais si tu dis, ça veut dire que, ils vont te le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fait qu'à ce moment-là, si vous commencez à comprendre vos rêves, mais c'est une autre dimension de votre état que vous allez comprendre, puis souvent il y a de la voyance là-dedans, puis il y a de la compréhension de ce que vous vivez là-dedans. Ça peut être intéressant, du moment que vous ne poussez pas trop loin, que vous en faites pas de religion. Tout ça, ben, c'est des outils pour vous amener à éliminer le doute. Parce que vous allez éliminer le doute au fur et à mesure où vous allez comprendre de plus en plus précisément les différents états psychologiques de votre moi par rapport à des impulsions qui sont créées dans votre mental lorsque vous vivez des expériences incompréhensibles. Moi, c'est rendu que je pense même plus quand je parle. Je parle. J'aimerais ça, je pense qu'un jour, tu iras chercher une caméra parce que je veux voir que c'est que j'ai l'air quand je parle. T'sais, parce que j'ai l'impression que je dois être comme une machine. Je parle. Tu me parles pendant 2 semaines, tu vas me parler pendant 2 semaines, tu me poses des questions, je vais te répondre. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, le doute n'existe plus. Parce que si le doute existe, mais là, tu commences à te poser des questions. Je dis ça la vérité, je dis pas la vérité. Tu commences à penser à la vérité, t'es fait. Mais si tu parles, là, tu deviens créatif, puis là, tu rentres dans des champs de conscience qui sont invisibles, mais qui font partie de ta réalité et qui t'amènent éventuellement à avoir une très, très grande conscience de toi-même, puis de conscience des autres, puis d'avoir de la voyance des autres, puis ainsi de suite. Ça fait partie du droit de l'homme, ça fait partie du droit de sa conscience, ça fait partie d'être libre, ça fait partie d'avoir de l'identité, ça fait partie d'en arriver à plus souffrir, ça fait partie d'en arriver graduellement vers la mort, dans un état de reconnaissance de ton lien cosmique avec eux autres. Fait que quand tu sors de ton corps, le gars, il est planté là de l'autre bord, tu le reconnais, tu t'en vas avec. Mais si tu ne le reconnais pas, tu n'es pas capable de partir avec. Fait qu'à ce moment-là, il sortit, il s'en va dans le nord du plan astral, puis il devient simplement une lumière, puis t'attends après. C'est ça qui arrive avec les morts, c'est pour ça que les morts souffrent. Ils veulent toujours rejoindre la lumière, mais si les morts avaient une conscience télépathique, au moment où ils sont sortis de leur corps matériel, à ce moment-là, la lumière serait matérialisée en forme totalement, une forme humanoïde, si tu veux, là, cosmique, mais humanoïde, puis après ça, ben, tu fusionnes avec, puis tu t'en vas avec, puis ça devient ton transport séraphique, puis tu sais ce que tu t'en vas, tu sais dans quel monde tu t'en vas, tu n'as plus de préparation dans le monde de la mort à vivre, tu es totalement en autorité, puis tu as un spot, ta job est là, puis tu comprends, puis tu es dans ta job, puis tu commences à amener des grosses affaires de l'autre bord. Au lieu d'être toujours dans un processus d'apprentissage, puis dans un processus d'évaluation, puis de retourner dans une école astrale comme tu étais dans une école planétaire ici. T'sais. En tout cas,
qui est mon maître. Pour que le doute s'éteigne dans votre expérience, il faut que vous fassiez face à vos expériences le plus objectivement possible. Ça veut dire que quand vous vivez les expériences, désengagez-vous émotivement. Exemple. Tu as un job, ton boss te met à la porte parce qu'il dit, Jean-Paul, tu n'es pas efficace, tu nous fais perdre de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ton ego? Tu vas sortir du bureau, le cœur entre tes deux jambes, tu vas dire, bon, ben, j'étais un plein de marde, le gars à côté de moi était meilleur que moi. Puis ça, c'est des gains. Puis comme tu as une pensée subjective, ben, ils vont pas te parler directement, ils vont t'envoyer ça à travers des réseaux astraux, puis la pensée cosmique, quand c'est passé à travers un réseau astral, mais ça devient subjectif, ça devient réflectif. Fait que au lieu qu'ils puissent te passer la pensée, au lieu de te passer une pensée créative, ils vont te passer une pensée comme t'es plein de marde. Puis ils vont même pas dire t'es plein de marde, ils vont dire je suis plein de marde. Ça, c'est l'ultime illusion. Tandis que moi, s'il me dit je suis plein de marde, je vais manger de la marde, toi. Tandis que vous autres, si vous faites dire vous êtes plein de marde, vous croyez que c'est vous autres qui pensez ça. Fait que l'ego, il devient petit, puis il devient petit, puis il devient petit. Fait que finalement, après 50 ans, t'as un petit qui est gros comme un œuf. Pourquoi? Parce que t'es habitué à te faire dire t'es un plein de marde. T'es un jaloux, t'es un paresseux, l'autre gars à côté il est meilleur que toi. C'est ça l'astral. Fait que si là, on arrive à dépasser le doute à ce niveau-là, puis à réaliser que la pensée vient d'ailleurs, puis à confronter les entités, ces autres plans, que ce soit des entités astrales ou que ce soit des entités mentales, à les confronter au niveau de son mandat. Qu'est-ce que tu veux dire là? Là, tu vois, la communication se coupe, tout le baratin change, puis éventuellement, tu te libères de ces pensées rapaces-là, de ces pensées vampiriques-là, et ainsi de suite, qui fait partie de la conscience astrale de l'homme. Fait que tu commences à avoir un petit peu plus d'identité, tu commences à réaliser que t'es meilleur que tu pensais, t'es plus créatif que tu pensais, t'as plus d'identité que tu pensais. Puis c'est même ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une élimination du doute. Chaque fois que vous vivez une diminution dans votre personnalité, vous êtes astralement testé. Quelle que soit votre expérience, chaque fois que vous vivez une diminution dans votre personnalité, vous êtes astralement testé, puis vous ne le savez pas. Ça veut dire que vous ne réalisez pas qu'il y a une entité là qui vous travaille, ou vous ne réalisez pas que c'est même votre double qui vous travaille. Parce que le double va utiliser n'importe quoi, selon votre personnalité, parce qu'il vous connaît. Votre pensée, d'ailleurs, la façon que vous pensez dans votre tête, c'est la même voix que vous entendez depuis que vous êtes au monde. Fait que vous êtes déjà conditionné à cette voix-là. Fait que il y a un qui a vous parlé dans cette voix-là, puis vous autres, ben, vous voyez pas de différence entre la voix que vous aviez quand vous étiez au monde, quand vous avez grandi, quand vous étiez petit, puis que vous aviez jusqu'à l'âge de 50 ans. Vous ne voyez pas la différence. Toujours la même voix. Fait que si vous ne voyez pas la différence, puis si vous n'êtes pas capable d'identifier la nature objective de l'autre présence, ben à ce moment-là, c'est facile pour vous autres de tomber dans le piège de l'ego qui pense. Fait qu'à ce moment-là, là, il vous envoie des pensées, puis ça devient de l'opprobre psychologique pour vous autres, puis ça fait qu'on, toute notre vie, on se promène dans la vie avec la queue entre les deux jambes. Il y en a qui n'ont même pas de queue. Fait que ça devient des vies difficiles, ça, quand on perd nos moyens psychologiques. C'est comme les gens, il y a des gens qui font il y a des gens qui vont faire l'étude philosophique d'Aurobindo. C'est un grand bonhomme, Aurobindo, c'est un grand philosophe, Aurobindo. Mais la philosophie supramentale et la psychologie supramentale, c'est deux mondes. La philosophie supramentale, ça fait partie de l'étude astrale du mental. Dans l'étude astrale du mental, tu peux développer toutes sortes de choses. Tu peux parler des hommes oranges. Des humanités de couleur orange. Mais ça te donne quoi dans ton steak, ça, des humanités de couleur orange?
Ça va changer quoi dans ta vie, ça, de savoir qu'il y a des humanités de couleur orange qui font partie du mental supérieur? Fait qu'il ne faut pas mélanger la philosophie supramentale ou la philosophie des grandes intuitions avec une psychologie supramentale qui fait partie de la découverte chez l'homme des structures internes du mensonge cosmique sur la Terre. L'homme n'a pas besoin de savoir ou l'homme n'a pas besoin de connaître les structures occultes des mondes parallèles. L'homme a besoin de se connaître lui-même. Quand l'homme se connaîtra lui-même, il pourra facilement connaître, accéder aux structures des mondes parallèles, puis les diviser ou les unifier selon son bon besoin pour les réapproprier à l'humanité, pour créer des philosophies aux hommes, pour les aider spirituellement à évoluer. Mais l'homme lui-même, en tant qu'être évolutif, n'a plus besoin de ça. Moi, les hommes oranges, ça me dit rien. Les flammes bleues, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça m'intéresse pas. Les secrets d'Amensi, ça m'intéresse pas. Même si je les connais. Pourquoi? Parce que ça ne change rien dans ma vie. Mais ce qui change quelque chose dans ma vie, c'est savoir qu'il y a une conscience quelque part sur un plan astral ou sur un plan mental qui essaie de me fourrer. Ça change quelque chose dans ma vie. Fait que si j'en arrive à être plus fourrable par eux autres, puis après ça, tu me parles des petits hommes en orange, ou tu me parles des secrets d'Amansi, là, je vais commencer à te parler des secrets d'Amansi, puis je vais te parler des hommes oranges. Puis je vais te parler de n'importe quoi, parce que j'ai accès aux archives. Mais moi, personnellement, ça me sert à rien de connaître les secrets d'Amansi. Je pense pas, anyway. J'ai même pas de mémoire. J'ai même pas d'imagination astrale. Seulement, si tu me parles des secrets d'Amansi, puis une vibration spirituelle, c'est évident que je vais te mettre la batterie à terre. Parce que je peux accéder aux secrets d'Amansi. Mais je ne peux pas faire de philosophie à partir des secrets d'Amansi. Autrement dit, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que pour vous faire réaliser qu'un jour, il va falloir que l'homme devienne indépendant de la connaissance pour rentrer dans le savoir. Si vous êtes attaché à la connaissance, raccroché à la connaissance, vous ne rentrerez jamais dans le savoir parce que la connaissance, pour vous autres, devient une assise de vérité qui sert sur le plan de vos égos à vous sécuriser. Alors que dans le savoir, la sécurité psychologique de l'ego n'existe que dans l'absence du doute. Comprenez-vous la différence? Ça n'existe que dans l'absence du doute. Moi, il y a un homme qui vient me voir, qui est venu me voir il y a plusieurs années, puis qui me dit, bon, mais Gérard, je suis venu en contact avec des extraterrestres. Il dit, j'ai un code pour parler avec eux autres. Bon, mais j'ai dit, c'est toi qui m'as donné ça. J'ai pris mon crayon, j'ai donné le code, il est tombé sur le cul. Parce que je ne suis pas dans la connaissance. Fait que ça me sert à rien, je ne suis pas intéressé à ça. Puis pourquoi je peux le faire? Parce que j'ai pas de doute. Puis pourquoi j'ai pas de doute? Parce que j'ai souffert énormément. J'ai souffert énormément dans ma relation télépathique avec eux autres. Parce que j'ai été testé. Un initié, c'est toujours testé. Fait que c'est cette souffrance-là initiatique qui fait qu'éventuellement l'homme en arrive à voir, puis garder son identité, puis même s'il est mensonger, puis mensonger, éventuellement il y a en arrière la femme, puis il y a en arrière la femme, puis il y a en arrière la femme. Oui, si vous venez me voir, vous dites, M. Bernard, j'ai rencontré un extraterrestre la semaine prochaine, ou la semaine passée, puis, parce que j'en reçois des histoires comme ça. Moi, je ne vais pas vous dire, ben, là, tu rêves en couleur, puis tu as des illusions. C'est pas ma job, à moi. À moi. C'est pas ma job, j'aime mieux moi. C'est pas ma job à moi, parce que je suis pas en France. C'est pas ma job à moi c'est pas ma job à moi de diminuer votre expérience. C'est ma job à moi de vous la faire comprendre. Différent. Fait que je peux dire, bon, ben, c'est intéressant. Mais je vais dire, fais attention, attache-toi pas trop à ça. Ça, c'est un petit peu le genre de réponse que je vais te donner.
Fait que le gars, il va vivre d'autres expériences, là, quelques niveaux, là. Puis éventuellement, ben, à cause de la nature de l'expérience, ben, il va en arriver à pas s'attacher à ça parce qu'il va souffrir trop. Fait qu'un jour, ben, il viendra plus me voir pour me dire qu'il a rencontré des extraterrestres. Parce qu'il va avoir compris que ce qu'il a vécu, c'est au niveau astral, par exemple. Autrement dit, quand tu es en dehors du doute, quand tu es en dehors du mental de réflexion, tu n'es pas intéressé à la connaissance. Tu es rien que dans le savoir. Puis c'est important de connaître la différence entre les deux. Le savoir n'est pas structuré. Le savoir ne fait pas partie de la conscience de l'humanité. Le savoir fait partie de la conscience universelle canalisée à travers l'homme pour son évolution. Alors que la connaissance, c'est l'expertise psychologique de l'ego dans l'humanité en fonction ou en relation avec la mémoire de la race, pour donner à l'ego l'impression d'être intelligent. Pas pareil. Pas pareil. Tu leur demandes à eux autres que c'est le code génétique, ils vont te donner une réponse qui est bien différente de ce qu'ils donnent à l'Université de Montréal. Ça annule pas ce qu'ils disent à l'Université de Montréal, mais ça te donne une autre dimension par rapport à des structures matérielles qui sont connectées aux états de vie, et ainsi de suite. Mais pour commencer à rentrer dans cette porte-là, pour accéder à cette fenêtre-là, il faut que le doute disparaisse, parce que le doute vibratoirement représente dans notre conscience à nous autres une diminution de notre pouvoir d'auto-révélation. Un homme qui n'a pas de doute, il est capable d'auto-révéler. Il auto-révèle, parce que sa conscience est universelle. Autrement dit, il a accès à des circuits universels. S'il y a moindrement de doute, il n'est pas capable d'auto-révéler parce qu'il va constamment s'auto-vérifier. Rappelez-vous-en de ça, la différence. Là. Ça, c'est un point de référence bien important pour ça. L'auto-vérification versus ou en contradistinction avec l'auto-révélation. Dans l'auto-révélation, l'auto-vérification n'existe pas. Moi, je suis aucunement intéressé à savoir ce que je dis, puis je suis aucunement intéressé à vérifier ce que je dis. Sans ça, je serais pogné dans la recherche de la vérité à l'infini. Je n'arrêterai pas. Je souffrirai tout le temps, je penserai toujours à ce que j'ai dit, je leur étudie la vérité. Fait que l'homme doit en arriver éventuellement à l'auto-révélation au lieu de l'auto-vérification. Pour ça, il faut qu'il en arrive à détruire le doute ou à diminuer chez lui le doute. Ça fait partie de l'identité, ça fait partie de la psychologie supramentale, ça fait partie du supramental en action créative. Ça fait partie d'un mental supérieur parce qu'il fait pas, c'est pas un mental qui est coloré par la mémoire de la race. Tu peux pas être coloré par la mémoire de la race et avoir des réponses sur le monde de la mort quand il y a des accords matériels. Ils vont dire, ben, meurs d'abord puis t'en parleras après. Tu peux pas être connecté au mental de la race, au mental réfléchi, puis avoir des réponses concernant les structures des mondes invisibles, les cosmologies. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que tu viens? C'est quoi les planètes? Comment est-ce qu'ils sont structurés? C'est qui ce qui rentre? Who's the big enchilada? Y en a-tu un big boss? Un big boss? Ou il n'y a pas de big boss? C'est quoi des hiérarchies? Ça existe-tu des hiérarchies? Pourquoi les hiérarchies? C'est-tu nécessaire des hiérarchies? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que la différence, la distinction entre l'auto-révélation et l'auto-vérification, c'est bien, bien important pour vous autres, puis ça va grandir au fur et à mesure où l'homme va se libérer du connu, c'est-à-dire va rentrer dans une identité où le doute est inexistant. Dans vos expériences qui créent le doute, mais ça fait partie si vous les utilisez créativement, ça va vous amener éventuellement à ça, à pouvoir douter moins de ce que vous savez. Puis un jour, vous allez commencer à goûter de votre intelligence. Puis vous allez commencer à savoir ce que je sais. Vous allez voir que Bernard de Montréal n'est pas différent de vous autres, que la conscience universelle, c'est dans tout le monde, puis qu'il n'y a pas de great enchilada. Une grande démocratie, cette affaire-là. Bernard, Oui. est-ce que l'élimination du doute c'est réalisable
réalisable dans ce temps-ci ou c'est quelque chose qui va être Donc, c'est réalisable dans votre vie dans la mesure où vous êtes initiable. Dans la mesure où vous êtes initiable, le doute peut disparaître dans votre vie. Ça veut dire quoi? La mesure où vous êtes initiable, ça veut dire la mesure où vous êtes capable de comprendre puis d'appliquer les principes d'une psychologie occulte qui est donnée par eux autres. Là, tu es initiable. Dans cette mesure-là, ben, tu es en initiation, autrement dit, tu es dans un processus de métamorphose rapide, ou plus ou moins rapide de ton moi. Éventuellement, le doute il se désagrège, puis il se désagrège, puis il se désagrège. C'est évident qu'ils peuvent toujours vous tester. Ils peuvent toujours vous tester pour faire vibrer un petit peu de doute, parce que vous n'êtes pas des êtres en totale fusion. Par contre, c'est pas nécessaire non plus c'est pas nécessaire d'être en totale fusion pour avoir une préscience, pour avoir une conscience. Une fusion, c'est bien plus une nécessité universelle dans un temps, dans un corridor de temps particulier pour l'impression de connaissances totalement occultes dans un mental planétaire. C'est la seule raison qu'il y a des initiés. Sans ça, il n'y aura pas de raison qu'il y ait des initiés. L'homme pourra en arriver à ça graduellement par un processus de métamorphose psychologique, puis d'évolution psychologique, puis expérientielle lentement. Mais ça prend quelque part un initié, parce que les initiés, dans leur expérience ou dans leur destinée, sont obligés, dépendant du degré d'expérience qu'ils ont, puis dépendant du degré de fusion qu'ils vivent, sont obligés de vivre en étroite relation avec les plans, pour le bien ou pour le mal. Il y a des initiés du mal comme il y a des initiés du bien. Tu prends des grands initiés comme le Christ. Le Christ a souffert énormément de cette crise de gang-là de l'autre bord. Tu sais. Oublie ce que l'Église catholique nous enseigne, là. Tu sais. Parce que le Christ, son travail, sa fonction universelle en tant qu'être incarné, c'était d'amener sur la terre conscience, un petit peu de conscience du principe de l'amour, mais pas dans le sens que l'homme nouveau le comprendra, mais pour aider à la facturation des nouvelles civilisations européennes et mondiales. L'affaire de l'œil pour œil, dent pour dent, il fallait que ça arrête. Puis il y en a encore aujourd'hui, imagine-toi. À l'an 2000. Mais au moins, la chrétienté a commencé à éliminer ça, cette affaire d'œil pour œil puis dent pour dent-là. Malgré qu'elle aussi, pendant un certain temps, était pas mal dans l'œil pour œil, dent pour dent, au niveau des croisades. T'sais. Mais au moins, le principe de l'amour a été amené à l'humanité à travers la souffrance initiatique du Nazaréen. Au niveau du principe de l'intelligence à la fin du 20e siècle, le principe de l'amour devient secondaire parce que pour un être intelligent, tu peux pas aimer puis comprendre, tu peux pas comprendre l'amour puis aimer dans le sens universel du terme si t'es pas intelligent parce que tu vas spiritualiser ton amour puis à ce moment-là, si tu spiritualises ton amour, comme on l'a fait pendant l'évolution, ton amour est polarisable puis finalement, mais l'amour va autant servir à la guerre qu'à la paix. On connaît l'histoire des religions. Tu sais? Tandis que l'homme nouveau, accédant au principe d'intelligence, va pouvoir finalement comprendre le principe de l'amour à un autre niveau, puis finalement, son principe de volonté va ressortir de ces deux aspects-là, fait qu'à ce moment-là, la trinité, l'unification des trois principes va se faire, et l'homme nouveau sera un être réellement triunitaire. Il y aura une conscience mentale fondée sur la volonté parce qu'il sera libre de l'illusion du libre arbitre, donc il sera capable de confronter ce qui a toujours dominé l'humanité, c'est-à-dire soit les ajusteurs de passé ou les entités sur les autres plans. Il pourra aimer l'homme parce qu'il haïra les dieux. Si tu peux pas aimer l'homme si tu aimes les dieux avant lui. Un jour, étudiez le grand mystère ésotérique grec, puis ça va vous le révéler, ça. Si l'homme ne tourne pas son dos aux dieux, il préférera les dieux aux hommes. Si l'homme préfère les dieux aux hommes, les hommes souffriront de son amour spiritualisé, et c'est pour ça que pendant l'évolution, durant toute l'époque de la chrétienté, les hommes ont souffert de l'amour spiritualisé des fidèles serviteurs du Christ. Fait qu'il y a une perversion dans l'amour spiritualisé.
Là, on est un petit peu plus civilisé, un petit peu plus scientifique, un petit peu plus matériel, un petit peu moins superstitieux, un petit peu plus intelligent. Donc, on est moins apte. Mais il y en a encore des abus de ça. On regarde ce qui se passe sur les guerres des religions en Irlande, on voit ce qui se passe dans différents pays, dans d'autres religions, et ainsi de suite. Donc, on est capable encore au niveau des religions, au niveau de l'amour de Dieu, de créer des atrocités. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intelligent. Donc, dans l'évolution, l'homme deviendra d'abord intelligent, ensuite comprendra l'amour, parce qu'il aura la volonté d'affronter les forces, parce que, à travers sa conscience allumée, si tu veux, sa conscience intelligente, il verra la guerre. Fait qu'il n'y a pas une entité astrale ou une entité mentale, mais qui va m'envoyer dans le monde au nom de Dieu ou au nom des saints ou au nom de whatever, faire la guerre à l'humanité. Moi, je vais leur faire la guerre à eux autres, ces sacrements-là, puis je vais m'harmoniser avec les âmes. C'est ça que l'homme nouveau apprendra à faire. Mais ils vont pas vous le dire. Ils vont pas vous le dire, il faut que l'homme nous fasse la guerre pour qu'il puisse harmoniser avec les âmes. Ils vont pas vous dire, il faut que l'homme retourne son dos au Dieu pour aimer les âmes. Ça fait partie de la découverte de l'initiation solaire de l'homme. C'est l'initiation solaire du 20e siècle, à partir de 69, que Aurobindo avait prophétisé, qui a permis finalement à l'homme de reconnaître que tous les dieux, donc toutes les forces occultes, donc toutes les hiérarchies, sont obligés de mentir à l'homme pour l'amener au niveau de l'évolution de son âme, à reconnaître ultimement que la fondation psychologique de l'ego sur la Terre est directement liée à l'infusion du mensonge cosmique dans sa pensée astralisée et réfléchie. Ce qui amène l'expérience de l'âme, la souffrance de l'homme, ce qui amène amène finalement la Terre à résoudre sa grande énigme, c'est qui est de révéler à l'homme qu'elle est une grande école pour l'absorption des âmes au profit de la descente de l'esprit. Quand ça sera renversé au cours de l'évolution sur la Terre, au cours de l'évolution au cours des siècles, au cours de l'évolution personnelle de l'homme, à ce moment-là, les forces occultes ne pourront plus, contre l'homme, entraver son développement, qui est quoi? Sa capacité de voir à travers la forme, de voir à travers l'illusion, de voir à travers la spiritualité, pour finalement en arriver à utiliser l'amour pour les hommes, faire la guerre aux dieux, afin d'équilibrer le pouvoir entre les dieux et les hommes sur la terre. Donc, dans la cosmogonie du Rasa, quand il parle que dans la fusion, il y aura équilibre entre l'ange morontiel ou l'ajusteur de pensée et le mortel, c'est ça que ça veut dire. Il y aura équilibre entre les deux parties de l'homme, entre les deux parties de la conscience humaine, et à ce moment-là, l'ego planétaire sera aussi intelligent que l'ego cosmique. Il n'y aura pas de différence entre les deux. La seule différence, c'est que l'ego cosmique aura plus d'envergure, parce que l'ego cosmique est en dehors du temps psychologique, alors que l'ego planétaire est obligé de fonctionner dans un temps psychologique pour avoir connexion à son corps physique à travers son corps astral. Sans cela, on serait totalement décroché et on mourrait. On ne pourrait pas fonctionner. Donc, on est obligé de vivre dans un temps psychologique, puis c'est pour ça qu'on n'a pas de voyance parfaite, c'est pour ça qu'eux autres, ils ont une voyance parfaite, puis c'est pour ça nous autres, un jour, il faut qu'on en arrive à travers les événements qu'on ne peut pas parfaitement comprendre parce qu'on n'a pas une voyance parfaite, en arriver finalement à délier avec eux autres, à avoir de l'explication par eux autres, de l'explication intelligente qui est libérée du mensonge parce qu'on voit à travers la forme, on est capable de lire en arrière parce qu'on a déspiritualisé notre lien avec l'occulte. En déspiritualisant notre lien avec l'occulte, on aura affaibli le pouvoir des religions dans notre conscience personnelle, mais on n'aura pas touché aux religions qui sont encore nécessaires pour l'humanité. En affaiblissant le pouvoir des religions dans notre conscience personnelle, on affaiblira le pouvoir des concepts religieux, spirituels dans notre conscience personnelle. En faisant ça, on commencera graduellement à graviter vers une conscience un peu plus cosmogénique du monde invisible, et on aura une compréhension extrêmement très vaste des événements de la Terre, du karma des races, du karma des nations, de ce qui se passe au niveau de l'histoire, de ce qui se passe au niveau du Geist, de la planète, de l'esprit de la planète. Fait que finalement, on en arrivera à avoir une paix d'esprit personnel, à chercher toujours une paix d'esprit personnel et jamais à chercher à amener la paix de l'esprit dans la tête de l'homme.
Parce que vous ne pouvez pas amener la paix de l'esprit dans la tête de l'homme. Il faut que l'homme l'amène sa paix dans son esprit tout seul, parce qu'il faut qu'il arrive tout seul, par ses propres efforts, à détruire son doute. Vous avez un gros travail à faire au niveau du doute. Le doute vous a miné pendant des années de temps, puis vous mine encore. Vous êtes un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Mais il y a encore beaucoup de doutes. Pourquoi? Parce que vous avez toujours peur de vous tromper. Checkez-les, ça. OK, je t'en ai. Bye. Des questions? Venez parler pour la cassette.